Toute l'actualité politique et parlementaire. Il est donc 19h, c'est l'heure du journal de Public Sénat. Voici les titres de cette édition de ce vendredi 22 octobre. Ultime explication de vote en ce moment même. Ultime salve de l'opposition et de la majorité. Le Sénat s'apprête à voter le texte de la réforme des retraites après 3 semaines de débats passionnés et parfois houleux. En toile de fond de cette réforme, la pénurie de carburant qui inquiète toujours alors que commence ce soir les vacances de la Toussaint. Pas de rationnement général, mais des déblocages parfois musclés de dépôts et raffineries. Ce soir, 20% de stations-service sont toujours à sec. Je vous le disais, c'est désormais une question d'heures, sinon de minutes, pour voir adopter au Sénat le projet de loi de la réforme des retraites. Après cet après-midi et presque au pas de charge, les sénateurs ont débattu des derniers amendements du texte selon la procédure accélérée voulue par le gouvernement. En ce moment même, ultimes explications de vote sur l'ensemble de ce texte. Une journée pas tout à fait comme les autres, dans un Sénat pris d'assaut par les médias et placé sous haute surveillance policière. Thomas Ragg. Une centaine d'amendements en une demi-journée. L'examen du projet de loi sur les retraites a connu un net coup d'accélérateur pour son dernier jour au Sénat. Monsieur le Président, mes chers collègues, Monsieur le censeur. Un dernier jour sous tension. Au lendemain de l'activation du vote bloqué, les échanges d'amabilité n'ont pas manqué. Je voudrais indiquer à nos collègues, et en particulier aux plus récents d'entre eux, qui n'ont pas nécessairement toute l'expérience requise. Nous n'avons pas le même parcours politique que le vôtre. Alors si vous appelez le vôtre expérimenté, permettez que nous nous en détachions. Et avant même le vote final, les regards à gauche sont déjà tournés vers l'après-débat, misant sur la poursuite de la contestation par la population. Moi non, je ne m'avoue pas vaincu, je fais appel. Ce sera au peuple de décider, lorsqu'il y aura de grandes élections et devant le grand tribunal du peuple. Qui refuse et donc pousse à des affrontements, c'est le président de la République et ceux qui le suivent, parce qu'ils campent droit dans leurs bottes et ils continuent de dire circuler, il n'y a rien à voir. C'est plutôt, me semble-t-il, un boomerang qui va se retourner contre lui. Après plus de 130 heures de débat dans l'hémicycle du Sénat, la réforme devrait être définitivement adoptée en milieu de semaine prochaine. Alors, coup de force, dit l'opposition, pour qualifier l'utilisation d'un vote dit unique, alors plutôt discret pendant la journée d'hier. Le président du Sénat, Gérard Larcher, aujourd'hui justifié cette procédure accélérée voulue par le gouvernement, en insistant également sur la longueur des débats sénatoriaux. C'est une procédure qui existe dans beaucoup de parlements d'Europe du Nord. Ça n'empêche pas les échanges, et on va le voir dans les explications de vote. En tous les cas, nous avons eu un vrai débat pendant 2 fois plus de temps que l'Assemblée nationale, et je ne regrette pas, j'allais dire, d'avoir tenu bon à rester dans la procédure habituelle. On a donné du temps au texte, certains diront de trop. Moi, en tous les cas, je peux dire à tous ceux que je rencontre, qu'ils soient favorables ou pas défavorables au texte, que nous avons fait un travail de parlementaire. Alors, précisément ce texte, le texte de la réforme des retraites, qui va donc être adopté dans quelques minutes ici au Sénat, n'est pas le même que celui voté par l'Assemblée nationale au fil de ces 3 semaines de discussion et souvent à la grande satisfaction des centristes. Le projet de loi a été modifié sur plusieurs points. Pierre Bonjoseph nous les détaille. Si vous voulez bien retirer la banderole, maintenant, s'il vous plaît. Gérard Larcher avait promis d'aller jusqu'au bout. Nombre de dispositions ont été modifiées par les sénateurs. La plus emblématique est celle prise en faveur des mères de 3 enfants et plus. Elles pourront continuer de partir sans décote à la retraite à 65 ans. 130 000 personnes seraient concernées. C'est aussi le geste le plus coûteux, 3,4 milliards d'euros sur 7 ans. Les parents d'enfants handicapés sont eux aussi concernés par cette mesure. Autre disposition, la pénibilité sera mieux prise en compte. Les salariés dont le taux d'incapacité est compris entre 10 et 20% pourront toujours partir à 60 ans, à condition de prouver le lien avec leur activité. Le gouvernement a aussi pris rendez-vous pour 2013 pour parler de la mise en place d'un système de retraite par points, cher aux centristes, mais pas sûr que les Français qui défilent aient été convaincus par des adaptations annoncées pour la plupart par voie de presse ou directement inspirées par l'Élysée, qui n'ont pour la plupart modifié qu'à la marge cette réforme adoptée en 10 petits mois. Alors, une fois l'adoption sénatoriale acquise, la procédure va se poursuivre avec, en vue de l'adoption définitive du texte
par le Parlement. Prochaine étape, la réunion dès lundi de la commission mixte paritaire pour mettre au point un texte commun aux deux assemblées. Puis les votes solennels, mardi et vraisemblablement mercredi, par le Sénat et l'Assemblée nationale. Bonsoir Stéphane Rosès. Bonsoir. Alors on l'a vu au cours de ces dernières heures, le Sénat a été véritablement au centre de la vie politique française avec plus singulièrement cette attention portée sur cette procédure d'urgence exigée, imposée par le gouvernement aux sénateurs. Alors pourquoi le gouvernement a pris cette initiative de vote unique, de vote bloqué? C'est une initiative qui finalement n'est pas sans risque pour lui. En tout cas, on voit bien le propos. Il s'agissait pour le gouvernement véritablement de clore le plus vite possible cette séquence parlementaire. Il y a une sorte de course-poursuite entre la représentation parlementaire et les mouvements sociaux dans le pays. Et dans cette course-poursuite, presque chaque jour compte. Il s'agit pour le gouvernement symboliquement de dire voilà, le débat est terminé, la séquence est terminée. La symbolique maintenant, c'est que la légitimité des élus du peuple et du président de la République dorénavant l'emporte. Il est nécessaire pour le pays de rentrer dans le lit. Alors, le Parlement aura très vraisemblablement définitivement adopté cette réforme des retraites mercredi avec le vote solennel à l'Assemblée nationale. Est-ce que la fin de cette séquence parlementaire que vous évoquez peut signifier la fin du front social, en tout cas sinon son essoufflement dans les jours à venir? Alors vous savez, la tradition nationale, elle oscille vite entre l'attentisme à l'égard du politique, c'est sa légitimité, c'est ce sur quoi compte le gouvernement, et puis un anarcho-syndicalisme du pays lorsqu'il se met en mouvement. Étant donné que le gouvernement n'a pas souhaité donner une grande importance à la négociation sociale pour tout de suite politiser le dossier, le pays n'a pas pu se projeter dans cette métaphore de négociation sociale pour se dire qu'il avait été attendu. Et on le voit dans les études d'opinion. La dernière qui vient de paraître, qui prend en compte le durcissement du conflit social, montre à une opinion qui se cristallise du point de vue des mouvements sociaux. Donc il n'est pas du tout certain que ce vote fasse en sorte que pour le pays on rentre dans une nouvelle séquence, même si pour le président de la République, derrière ce vote, il doit y avoir le plus rapidement possible un remaniement ministériel pour dire au pays maintenant ça y est, on passe à autre chose. Ouais. Donc encore beaucoup d'incertitudes pour les jours à venir. Absolument, tout dépendra finalement plutôt de ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il ne faut pas trop escompter de grandes modifications d'attitude de l'opinion à l'égard du mouvement social. Merci beaucoup Stéphane Rosès, on vous retrouve bien sûr la semaine prochaine, mais restez avec nous pour écouter la question que nous avons posée aux internautes de notre partenaire, le nouvelobs.com. Le gouvernement a-t-il eu raison d'accélérer via ce fameux vote bloqué, ce vote unique, l'examen du texte ici au Sénat? Eh bien, vous voyez les réponses. La réponse est non, très majoritairement, à 80%. Vous n'êtes que 19% à répondre oui à cette question. Alors, sur le front social de cette réforme, après l'annonce hier de 2 nouvelles journées de mobilisation à l'appel des syndicats, l'inquiétude persiste sur l'approvisionnement des stations-service en carburant. Alors pour l'instant, le gouvernement se refuse de parler de rationnement généralisé. En revanche, François Fillon indique qu'un retour à la normale prendra plusieurs jours. Dans l'attente, le déblocage des dépôts et des raffineries se poursuit, non sans heurts. Marie Bremont. Bousculade, altercation violente, affrontement, l'opération déblocage en Seine-et-Marne menée ce matin par les gendarmes s'est faite dans la cohue. Les forces de police sont intervenues pour réquisitionner au nom de la défense nationale la raffinerie de Grand Puy bloquée par les grévistes depuis 9 jours. Le gouvernement tente de reprendre la main alors que les 12 raffineries du pays sont paralysées et que plusieurs dépôts de carburant sont toujours bloqués. À Matignon, autour du Premier ministre, le président de l'Union française des industries pétrolières, Brice Hortefeux ou encore Jean-Louis Borloo. Réunion au sommet pour dresser un état des lieux. On était à 40% de stations à sec, comme on dit, il y a 3 jours, 30 il y a 2 jours. On doit être à 21 aujourd'hui. Voilà, je constate l'amélioration progressive. Nous, notre métier, c'est d'approvisionner le territoire. Les propos se veulent rassurants, mais à la veille des vacances de la Toussaint, les préfectures de l'Eure et de la Seine-Maritime ont imposé des restrictions à la consommation de carburant pour les particuliers. Une première depuis le début de la grève. Une grève et des blocages, conséquences désastreuses pour le BTP. De nombreux chantiers sont au point mort.
Le bitume est produit aujourd'hui dans les raffineries de pétrole, il n'y a pas du tout de stock et donc les chantiers aujourd'hui s'arrêtent les uns après les autres et on a un risque de chômage technique très fort pour déjà 15 000 salariés. Le retour à la normale n'est pas attendu avant quelques jours selon le gouvernement. Et puis une précision, le gouvernement qui donne la priorité au ravitaillement des stations-service autoroutières. À noter également sur le Fonds social l'appel de l'UNEF de Jean-Baptiste Prévost à une journée d'action partout en France avec notamment des rassemblements et des sittings pendant les vacances de la Toussaint qui commencent. À retenir aussi dans l'actualité de ce jour ces investigations ordonnées par le procureur de Nanterre, Philippe Courroy. Des investigations susceptibles d'aboutir au dessaisissement de la juge Prévost-Després. On sait les relations tendues entre les deux magistrats chargés de l'affaire Bettencourt. Ce soir, le syndicat des magistrats parle de manipulation honteuse. La réforme des retraites, le vote est imminent, vous le savez, au Sénat. Nous en débattons tout de suite avec nos invités. Mais avant de retrouver nos deux invités, la présidente du groupe communiste au Sénat, Madame Nicole Borvo-Cohen-Seat, et votre collègue ici au Sénat, Madame Catherine Procaccia, eh bien, je vous propose de retrouver tout de suite dans la salle des conférences du Sénat, à quelques mètres seulement de l'hémicycle, Jean-Philippe Lefebvre. Où en sommes-nous de ces explications de vote qui ont commencé il y a une heure environ ? Pierre-Henri, c'est actuellement le sénateur Jean-Pierre Caffé, sénateur PS de Paris, qui explique son vote. Je vous le rappelle, chaque sénateur peut s'inscrire au fur et à mesure. Il a le droit à 5 minutes pour expliquer le vote qu'il effectuera. Alors selon nos dernières informations, aux alentours de 20h15, il aura fallu donc 3 semaines et un peu plus de 150 heures de débat pour arriver à ce vote. À peu près dans une heure, on vous retrouve juste après le journal. Merci beaucoup Jean-Philippe et je vous précise également qu'à l'issue de ces explications de vote, eh bien c'est le ministre du Travail, Éric Woerth, qui doit prendre la parole pour clore définitivement ce débat sénatorial. Mesdames, merci beaucoup d'être avec nous. Vous sortez de l'hémicycle, vous allez certainement y retourner dans quelques minutes à peine. Quel est votre état d'esprit du moment à quelques minutes maintenant du vote de ce texte? Vous avez été particulièrement en pointe, vous Madame Borvo, avec votre groupe communiste. Oui, effectivement, mon groupe a été très actif, très présent et je profite pour dire que nous sommes un groupe qui a des effectifs modestes mais que nous savons faire notre travail de parlementaire. Au Sénat comme dans la rue d'ailleurs, on vous a vu avec les banderoles également défiler. Dans la rue c'est à titre militant bien évidemment, mais au Parlement je crois que voilà, ça honore les parlementaires de mon groupe. Écoutez, nous sommes en colère. Tout simplement parce que nous avons débattu effectivement 130 heures ou 140 au Sénat. Et pied à pied, amendement par amendement. Pied à pied, certes. Mais en réalité, d'abord le débat a été vraiment écourté et terriblement limité à l'Assemblée nationale. Enfin, 120 heures de débat quand même, c'est oui, beaucoup. Mais si on regarde bout à bout, il y aura eu environ un mois de débat, même pas au Parlement. Un mois, sur une réforme qui, pour le gouvernement, est très importante et pour nos concitoyens, bien entendu, aussi. Pas de la même façon, mais très importante. C'est pas énorme, d'autant qu'il n'y a pas eu de négociations sociales, donc c'est normal que ce débat soit long, mais je dois dire que je suis en colère, et je crois que cette colère est partagée par beaucoup de nos concitoyens, c'est qu'il n'y a pas eu de réel débat sur éventuellement une réforme qui ne soit pas celle-là, parce qu'elle est rejetée par notre peuple, et ici, il n'y a pas eu de débat de fond. Différents aspects. Catherine Procaccia, il n'y a pas eu de débat ici au Sénat? Eh bien, je dirais non, il n'y a pas eu de débat. Il y a eu un monologue des groupes de l'opposition sur, Madame Borvo le disait, c'est un petit groupe politique et son groupe politique a tenu, je crois, 45% des débats. Si on ajoute le temps de parole du Parti communiste avec du Parti socialiste, ça fait 80% des débats. Donc c'est vraiment 80% de temps sur lesquels on a entendu, rabâcher, redit toujours la même chose, Il n'empêche, le débat aboutit à quelques avancées, on les a entendues tout à l'heure dans le sujet de Pierre Bourg-Joseph. Nous les avions déjà en commission, moi je suis à la commission des affaires sociales, ces débats on les a déjà eus en commission des affaires sociales, et les avancées, elles étaient déjà en partie intégrées à la commission des affaires sociales, donc effectivement un certain nombre d'amendements
coûtait de l'argent, donc ça ne pouvait pas être des amendements parlementaires, mais c'est des amendements que nous avions demandé à la commission des affaires sociales. Vous auriez souhaité plus d'avancer encore sur certaines questions, je ne sais pas, les femmes par exemple? Pour les femmes, j'ai une position à part. Moi, je fais partie de ces femmes qui ont travaillé pendant, pour l'instant, 35 ans en tant que salarié du privé et non pas de fonctionnaire. J'ai travaillé pendant 35 ans et j'ai fait effectivement le choix, comme beaucoup de femmes, de travailler et d'essayer de trouver des modes de garde pour les enfants, de m'organiser avec mon mari. Donc, je trouve que pour toutes ces femmes qui, elles, ont fait un choix de dire ben, j'essaie, ou ont fait un choix ou n'ont pas pu faire autrement parce qu'elles n'avaient pas les moyens de faire autrement, de dire il faudrait que toutes les femmes qui se sont arrêtées, ben, on prenne en compte leurs cotisations, me paraît pas non plus juste pour toutes celles qui n'ont pas pu faire autrement. Alors on profite de la présence de Stéphane Rosès sur ce plateau. Vous avez la parole, Stéphane. Les Français, évidemment, regardent cette séquence du débat parlementaire avec intérêt, mais leur première observation, c'est quand même ce qui se passe dans le mouvement social. En fait, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il y a une réforme d'importance, il y a différentes séquences. Il y a la séquence de la négociation ou de la concertation sociale. C'est pas la même chose. Concertation, ça veut dire qu'on informe les partenaires sociaux, et négociation, on rentre dans le fond du sujet. Puis, il y a la séquence parlementaire. Et puis, lorsque des réformes sont importantes et qu'elles suscitent opposition, il y a la séquence mouvement social. Là, on est dans une séquence où il y a à la fois le front social qui est maintenu du point de vue des syndicats, qui seul a la confiance d'une majorité de Français pour cette réforme. Il y a un débat parlementaire que les Français regardent quand même de façon plus éloignée. Et puis, au travers des médias, il y a ce qui se passe dans le pays. Et honnêtement, la question centrale pour les Français, c'est beaucoup ce qui se passe dans le pays. C'est le même cas d'ailleurs pour les représentants syndicaux qui, à partir du moment où le pays est en mouvement, finalement suivent la dynamique du pays. Et puis, ce que regarde Nicolas Sarkozy, c'est évidemment ce qui se passe concrètement sur le pays. Mais il a souhaité évidemment accélérer le débat parlementaire pour qu'il y ait moins de résonance à la contestation. Alors, compte tenu de ce que vient de dire Stéphane Rosès, comment sortir de cette impasse où on voit effectivement l'opinion publique majoritairement, très majoritairement hostile à cette réforme, alors que le débat parlementaire est quasiment plié, quasiment terminé? Mais comment l'opinion publique pourrait-elle être d'accord avec l'idée de dire on va travailler un peu plus? Jamais gouverner, c'est prévoir, c'est ancien, mais c'est bien prévoir pour les autres. S'il y a un certain nombre de personnes qui sont aux rênes de l'exécutif ou qui sont des parlementaires, c'est bien pour essayer de voir les réformes d'avenir. Au quotidien, dire on va augmenter les impôts, vous faites un référendum, je ne vois pas qui serait content de payer un petit peu plus d'impôts. Travailler un peu plus, même si on ne se sent pas fatigué, on se dit pourquoi pas. Donc moi, ça me paraît logique qu'il n'y ait pas un accord sur travailler plus, mais plus longtemps. Mais est-ce que c'est pas notre rôle, nous, politiques, d'être lucides? Et lucide, c'est les chiffres, c'est la démographie. Il y avait un actif, il y avait 4 actifs qui travaillaient pour un retraité. Ça, évidemment, on a bientôt entendu cet argument. Ben oui, mais c'est une réalité des chiffres. Et dans tous les pays européens, moi je suis allée à la clôture à Madrid de la présidence espagnole, le jour de la grande grève au mois de juin, mais je vous assure, quand on m'a demandé pourquoi, mais tous les pays riaient, qu'ils soient scandinaves, roumains ou slovènes, de savoir que nous, on se mettait en grève pour passer de 60 à 62 ans. Mais comment expliquez-vous que l'opinion se soit raidie sur cette question? Il y a quelques semaines encore, les opinions publiques étaient très partagées. C'était 50-50 sur la question de la réforme des retraites. Aujourd'hui, on en est très loin de cet équilibre. L'opinion s'est raidie parce qu'il y a aussi une communication de chaque côté. Peut-être que la communication gouvernementale n'a pas été suffisamment pédagogique, je ne sais pas, et que de l'autre côté, on a mis le point sur un certain nombre d'excès en disant mais non, c'est pas possible, rien ne peut changer. La France ne change pas, on peut rester à 60 ans, alors que tous les pays du monde ont changé. Nicole Borvo, ce soir, vous avez l'impression de passer le relais à la rue? Écoutez, je crois que d'abord, les Français, ils ont très bien compris une chose, c'est que cette réforme des retraites, ils vont la payer, eux, à 85%, c'est-à-dire quasiment exclusivement. Ils ont déjà, les salariés, ils ont déjà payé la crise des marchés financiers, puisque l'État a renfloué les banques et les actionnaires qui
comme on le constate quelques mois après le pic de la crise financière, se portent à merveille. Et c'est eux qui l'ont payé, puisque le gouvernement a renfloué les banques avec de l'argent public sans aucune contrepartie. Donc, ils vont payer. Ils ont payé la crise, ils vont payer la réforme des retraites. Et dans le même temps, on voit que ce gouvernement est arc-bouté sur la conservation des privilèges les plus exorbitants des plus riches. Donc, comme me disait à une époque M. Raffarin, il disait pas ça, mais il parlait de la France d'en haut. Donc, pour la France d'en haut, toujours plus, pour la France d'en bas, toujours moins. Et ça, c'est le fond de cette prise de conscience qui s'est faite dans 3 mois, 4 mois, parce que l'été nous a abreuvés des extravagances des privilèges, et donc les gens ne le veulent plus. C'est ça qui est profond. Alors la France a beaucoup changé, mais bien évidemment, la France a beaucoup changé, c'est ce qu'on nous dit, la démographie, les gens vivent plus vieux. Sauf qu'ils ne vivent pas tellement plus vieux en bonne santé. Or, la retraite à 60 ans, c'était la reconnaissance du droit de tous à pouvoir, s'ils le voulaient, bénéficier d'une retraite en bonne santé. Donc là, ça n'existe plus. Et en plus, là, il y a une chose qui a beaucoup changé aussi depuis 1945, c'est la productivité qui a été multipliée par 5, qui a bénéficié beaucoup au profit, assez peu aux salariés. Alors, Catherine Procaccia, c'est pas fini finalement cette séquence parlementaire ce soir. Certes, le vote du Sénat, mais les votes des deux assemblées sur un texte unique la semaine prochaine. Et bien sûr, cette commission mixte paritaire qui va rassembler députés et sénateurs paritairement pour se mettre au point sur un texte commun. Est-ce que le texte peut encore bouger aujourd'hui dans les jours à venir ? Je pense dans les CMP, les textes bougent beaucoup. L'Assemblée nationale a peut-être un certain nombre d'amendements passés au Sénat qui ne lui convient pas. Il y a une négociation et pendant tout ce week-end, je pense que les rapporteurs vont essayer déjà de voir les points d'achoppement et les points de rapprochement. Et puis en CMP, la CMP, je pense que Mme Borvo en fait partie. Elle dira non, vous n'en faites pas partie. La CMP risque de durer un certain temps sur un texte comme celui-ci. Mais le temps ne veut rien dire. En CMP, vous pouvez avoir des CMP sur des textes sans importance qui durent 4-5 heures et des CMP sur des textes importants sur lesquels on tombe d'accord. Alors, mesdames, ça sera peut-être ma dernière question. Est-ce qu'on peut faire longtemps l'économie d'une vraie réforme des retraites? Jean Arthuis, le président de la Commission des finances, explique très clairement, pour lui, il ne s'agit que d'une réforme très passagère, très provisoire. Il faudra remettre cette affaire sur le métier dans peu de temps, avec peut-être cette ouverture sur une retraite à points. Peut-être, je pense qu'il faudra, de toute façon, regarder les retraites, on les a réformées, il faut revenir, parce qu'il y a eu la crise économique, il y a aussi des mouvements démographiques qu'on ne connaît pas. Si le taux de natalité continue à chuter, eh bien dans 15 ans ou dans 20 ans, il faudra revenir aussi sur le système. Mais ce qui a été mis en place, c'est pour préserver le système par répartition. Mais c'est vrai qu'un certain nombre aimerait bien aussi qu'on y ajoute une retraite un peu par capitalisation. Une retraite à points vis-à-vis de laquelle vous vous opposez, Nicole Borvo. Oui, bien entendu, parce que vous savez, quand les retraites à points, le point peut varier en fonction de considérations conjoncturelles et rarement en faveur de ceux qui cotisent. Donc non. Il paraît que ça marche dans certains pays, pays scandinaves. Oui. Bon. Oui, vous savez, les Suédois, ils avaient point retraite par point, une partie en capitalisation, et c'est l'État qui a renfloué, et la Suède, c'est pas la France, et qui a été obligé de renflouer. S'ils ne l'avaient pas fait, ils auraient été comme les Américains qui ont perdu avec les fonds de pension, qui ont vu leur retraite diminuer jusqu'à 0. Donc non, s'il vous plaît, pas de retraite par capitalisation. Je crois qu'on peut sauver la retraite par répartition, à condition de faire cotiser autrement, et ceux surtout qui ne cotisent que très peu. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été avec nous ce soir. Vous retournez bien sûr dans l'hémicycle pour poursuivre le débat et la discussion parlementaire et pour voter, bien entendu, d'ici maintenant peu de temps. Mais je vous propose tout de suite de rester au Sénat. C'est demain et dans l'hémicycle de la Haute Assemblée encore a lieu, comme il est maintenant de tradition depuis maintenant 9 ans, la remise des prix de talent des cités.
Le service à la personne, un marché porteur depuis quelques années. Mais en pleine banlieue parisienne, à Pierrefitte-sur-Seine, là où les salaires sont beaucoup plus bas qu'à Paris, l'idée n'allait pas de soi. Et pourtant, ça marche grâce à l'accompagnement que réalise chaque jour auprès de ses bénéficiaires EasyDay. Une entreprise créée par Nacera et son mari, parents de 4 enfants, eux-mêmes